It's exactly the same in culture. But the payoff for the company like Bangarra is that it has a new work, it contributes to the economic viability and sustainability of the company, and so it has that sort of economic payoff. Of course, there's an obvious cultural payoff too, in the sense that it preserves and reinterprets the Aboriginal stories. The second example, quite different from Italy, a new museum. This is investment in a new cultural institution. This is a bricks and mortar investment. As some of you may know, the Fondazione Venezia, the Venice Foundation, is building a new museum in the city of Mestre, which is just near, right next to Venice. Tends to be overshadowed by Venice, of course, but they're building this new museum. It will be open, I think, in a few years' time, and it's called M9. Again, it's an investment which will have a cultural payoff and, of course, also a social payoff, but there will be a very clear economic payoff from this museum. The economic payoff will be for the city of Mestre, because of those flow-on effects to restaurants, to tourism, to hotels and so on, as well as the obvious advantages and benefits of the museum itself. Third example, from another part of the world, in the Balkans, Macedonia, this is an example of investment in cultural heritage. Many cities, both in the developed world and the developing world, have historic centres, and sometimes there's, particularly in developing countries, there's a tendency for these to be demolished to make way for new development. And in fact, in Skopje, in Macedonia, the old bazaar, which is the centre of the historic centre of Skopje, looked like this in the year 2000, and there was a World Bank project there in 2005 which invested in renovating and restoring the cultural heritage. And now you see this is what it looks like today. It's been completely transformed, and the payoff to this is to the local businesses, which are now viable and sustainable again, but also a very important social payoff, because it was an area prior to this investment, it was an area where there was a lot of inter-ethnic conflict, and it was deliberately redeveloped to make it a social space where people could come and mix together. Fourth example, in a developing country, Papua New Guinea, we sometimes overlook the links that can be made between cultural development and economic development. And in an area in Papua New Guinea, there are basket weavers who use traditional methods and traditional techniques, and what they are now doing is developing their local industry to produce products which will be saleable on the international market. And this is really quite a step for these people. These are the sorts of products which they're making, bags which can be sold in the international market, and this is an example of the way in which culture can be used. Investing in culture in a developing country can be used as a way to promote not just cultural expression, but also economic empowerment, and particularly in this case, empowerment for women. And the final example that I want to use is new technologies. Investing in new technologies is extremely important. The National Theatre in the UK has the National Theatre Live project, which streams or transmits live performances to cinemas all over the UK and all over Europe. That's Rory Kinnear as Hamlet, that's Helen Mirren as Phaedra. And finally, I just want to say about artists, and in a way this comes to what Barbara Hendricks was saying earlier about the role of artists and creative artists. I think it's very important when we talk about the cultural industries and the creative industries not to see the arts, the creative arts and the artist as being somehow or other pushed aside or marginalised by the... it's very hard not to be distracted by the cartoons, they're so good. There's a tendency to think that the economic agenda will just push the creative artist aside. And I would suggest that what we really need is a model of the cultural industries which places the creative arts
right at the centre. And that's from there that we get the ideas, the talents, the skills that diffuse outwards from the core creative arts through the wider cultural industries, publishing, heritage services, television, radio, the sorts of area in which you work in, Mr. Chairman, right out to design, fashion, and beyond into other parts of the economy, fueling with ideas for innovation and development. Merci beaucoup de ces éclairages très concrets et qui nous ont permis d'analyser avec vous. Nous sommes très heureux de l'apprendre, ou plutôt de le voir confirmer, que la culture est aussi un investissement macroéconomique d'importance, dans lequel, évidemment, l'accès au public est majeur. Vous nous venez d'Australie, vous avez justement largement étudié les facteurs qui aident à la créativité artistique et le rôle entre les auteurs et le public. Jochen Gerns, vous rentrez également d'Australie. Je comprends que dans votre propre travail de création artistique, vous venez de passer pas mal de temps avec les aborigènes. Et vous avez une vision un petit peu différente parce que je crois qu'une grande partie de votre travail artistique, ce n'est pas tellement de faire des œuvres pour un public, mais de faire en sorte que le public fasse les œuvres. Est-ce bien cela en quelques mots? Je sais que vous avez prévu de vous adresser à nous sur ce thème-là. Et en allemand, et en français. Oui, c'est-à-dire beaucoup de choses qu'on a entendues ce matin sont vraies et sont aussi très utiles, mais ne peuvent pas fonctionner comme remarque et comme observation si on reste avec une notion de l'art qui est celle de la Renaissance, c'est-à-dire j'invite le peuple de se retrouver devant des œuvres majeures et de regarder l'œuvre admirable et de l'inviter de fermer le bec. C'est-à-dire on vit en démocratie et il faut absolument que cette notion de démocratie arrive aussi dans nos pratiques culturelles. Donc je voudrais parler d'abord d'un travail que je viens de terminer, justement pour la capitale européenne de la culture, la Ruhr. Et c'est un travail qui a duré exactement la durée, qui a eu exactement la durée d'1 an, c'est-à-dire la durée de l'année de la capitale européenne de la culture. Donc ce travail s'appelle 2-3 rues. C'est une réalisation artistique dans l'espace public. Je dois le dire parce que aussi certainement la grande majorité des gens ici, aussi instruits qu'ils soient, ne vont pas spontanément dire que c'est une œuvre d'art. Et je pense que ça, c'est une dimension de l'art qu'il ne faut pas oublier. L'art d'aujourd'hui est un art où il faut chaque fois remettre la question, est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est quelque chose que je comprends? Est-ce que c'est quelque chose que je connais? Voilà. Donc, des gens de tous bords ont été invités dans le cadre de la capitale culturelle européenne de 2010 à passer une année dans la région de la Ruhr en Allemagne sans payer de loyer. En contrepartie, ils s'engageaient à écrire durant cette année un texte commun, ainsi qu'à changer leurs rues. 3 villes de la Ruhr, Duisburg, Dortmund, Mülheim, ont prêté chacune pendant une année une rue et ont mis des appartements à la disposition de 2-3 rues. 1500 personnes se sont portées candidates de l'Allemagne, mais aussi de 20 pays en Europe, en Amérique du Nord, du Sud, en Asie, Tokyo, Shanghai, Perth aussi. 58 appartements rénovés ont accueilli 78 participants âgés entre 19 et 70 ans. Écrire n'est pas un programme social répandu. Changer une rue dans un quartier difficile, 14 à 18% de chômage, 30 à 60% de migrants, population
total en diminution, n'est pas un programme artistique non plus. Pendant une année, plus que 800 personnes ont participé à un texte commun. Internet a permis... Je suis perdu. Internet a permis de collecter dans un archive digital l'ensemble des contributions chronologiquement écrites dans les 3 rues en 2010. 800 auteurs, 10 000 contributions, 16 langues, 3 000 pages. Le texte fut édité, était épuisé en librairie. Un e-book est en préparation sur iPad et Amazon Kindle. Au lieu de 80 € en librairie, les 57 000 pages de l'édition vont coûter autour de 8 €. En 1837, Novalis a écrit « Peut-être un jour nous écrirons, penserons, agirons en commun. Des communes, même des nations, entreprendront ensemble une œuvre. » Et le changement des rues, 50% des participants restent dans la rue. Ils se sont regroupés dans une seule rue à Dortmund afin de continuer l'effort créatif sur le quartier, cette fois-ci sans aide extérieure. Le travail artistique a été subventionné par 3 ministères, culture, économie, construction. Des sociétés immobilières, la capitale européenne évidemment, et d'autres partenaires institutionnels et privés. La continuation de 2-3 rues en 2011, non comme de l'art, mais comme activité à la fois économique, sociale et bien sûr culturelle, a été une des buts du travail. Ceci pour dire que l'art peut agir sur la société entière qu'on appelle aujourd'hui culturelle, et ceci sans passer nécessairement par les infrastructures artistiques, musées, galeries. Comme une aspirine, il se dissout, l'art, et disparaît dans le social pour mieux agir. Voilà comment nous rapprocher de l'actualité. C'est vrai que le travail que vous faites avec des populations très importantes est je crois, particulièrement intéressant. Et puis vous nous ramenez à des questions plus existentielles que nous n'aurons certainement pas le temps de traiter aujourd'hui, comme la définition de l'art. Et d'une certaine façon, doit-on définir l'art ou doit-on définir l'art pour qui ? Pour qui fait-on de l'art ? Et je ne sais pas si ceci ne mériterait pas finalement d'autres débats, peut-être l'année prochaine. Siem Belkhodja, en vous faisant intervenir, on a envie de vous faire parler évidemment de la danse, puisque vous êtes artiste, vous êtes chorégraphe, vous incarnez en quelque sorte la danse en Tunisie. Mais avec le poème que nous entendions tout à l'heure, on a aussi envie de vous faire intervenir en tant que femme tunisienne. Nous avons entendu une représentation extraordinaire de la femme indienne qui se cache derrière l'escalier, sous l'escalier. Alors en tant qu'artiste, en tant que femme, en tant que tunisienne, comment vivez-vous aujourd'hui le développement des institutions culturelles dans votre pays, puisque vous vous y êtes investi de façon évidemment considérable, en tant que pédagogue, comment pouvez-vous finalement exercer la mission que vous vous êtes donnée de faire participer une civilisation qui s'en sortait peu concernée par la danse. Voilà quelques questions qu'on a envie de vous poser, et puis peut-être aussi de vous faire réagir au poème de tout à l'heure. En tous les cas, merci de me donner la parole. Au début, je ne voulais pas venir participer, je voulais vraiment être observatrice comme l'année dernière. Et c'est vraiment Laure qui a insisté, parce que dans ces moments un peu turbulents à Tunis, avec cette nouvelle révolution exceptionnelle où le squelette, puisque je parle de la danseuse, est debout, et enfin la tête haute, fait de sorte que je ne pouvais pas parler d'investir la culture
sans attendre les élections. Et pas que les élections tunisiennes, égyptiennes, marocaines bientôt. Et donc, comme les élections ont répondu par cette nouvelle démocratie qu'on est en train d'apprendre, j'étais encore plus perturbée de parler de l'investissement à la culture. Moi, j'ai commencé depuis 28 ans dans un pays où Bourguiba, étant dictateur éclairé, mais quand même éclairé, parce qu'il a donné, dès le début, sans nous demander notre avis, la place à la femme. C'est aussi non démocratique, mais en tous les cas, j'ai eu la chance que ma mère est universitaire, en tous les cas que les gens sont partis à l'école, donc je ne peux être que reconnaissante à ce grand monsieur. On n'a pas pu passer en 70 cette démocratie de parti, et on le paye aujourd'hui très cher. On le paye aujourd'hui très cher parce que il y a 28 ans, quand j'ai commencé à faire de la danse, Bourguiba a laissé quand même si on n'avait pas le droit à la parole ou le droit à la politique, un espace privilégié aux artistes. Et c'est pour ça qu'il y a eu ces cinéastes que vous connaissez, Nouri Bouzid, Moufidat Latli, les enfants de terrasse, etc. Et la danse était difficile d'installer parce que ça reste quand même un pays arabo-musulman, donc il fallait juste tricher avec les politiques de Bourguiba, ou les gouverneurs, ou les responsables, ou après Ben Ali, de tricher sur les mots au lieu de dire culture et art, le grand art que Barbara Hendricks défend et que je défends. On fait semblant de leur faire croire que juste c'est de l'animation, qu'on est les clowns, qu'on est les saltimbanques et qu'on est peut-être des majorettes. Moi, pendant 10 ans, ils n'ont pas pensé que j'étais chorégraphe contemporain, mais majorette. Et sincèrement, j'ai accepté le deal parce que la chance avec ces politiques, et même 23 ans sous Ben Ali, c'est que ces gens-là, et je ne veux pas être héroïque, je n'ai pas... Les gens qui étaient bafoués, c'était les gens très courageux politiquement, c'est-à-dire qui étaient investis dans la politique ou des journalistes politiques, mais ils ne s'intéressaient pas du tout ni à l'art ni à la culture, parce qu'ils étaient incultes, tout simplement. Donc faire de l'animation, faire du cinéma, faire de la danse, faire du théâtre, pour eux, on était les clowns pour animer. À mon grand désarroi, après la Révolution, et à mon grand, comment on appelle ça, naïveté, peut-être qu'ils étaient un peu plus rusés que nous, qui nous ont utilisés. Et nous, on pensait que cet état de privilège, on a su les manier. Et au fait, c'était le contraire. Parce que j'ai créé un festival de danse contemporaine en 2002, le jour où mes danseurs n'ont pas pu venir chez vous danser au théâtre Gérard Philippe. Je n'ai pas eu de visa en 2001. Et comme j'ai eu la chance d'être côtoyée par Maggie Marin, d'être côtoyée par Martha Graham, ces gens-là, parce que j'ai voyagé jeune, que j'ai aimé la danse et que j'ai rapporté la danse dans mon pays. Mes gamins de 16 ans, 17 ans ne pouvaient plus avoir de visa. Et donc j'avais peur, en 2001, que ces danseurs, que ces jeunes, et uniquement pour cette jeunesse-là, ne peuvent pas voir ce qui se passe ailleurs. Alors d'une danseuse, chorégraphe, pas du tout militante, parce que je ne défendais même pas les femmes, je défendais les hommes, parce qu'ils étaient traités d'homosexuels. La femme était acquise. Et donc, en 2001, j'ai décidé de faire le premier festival de danse contemporaine et j'ai téléphoné à toute la planète chorégraphique en disant « Venez, ils me connaissaient bien, ne me faites pas ça parce que je risque de porter le voile. Je respecte, je suis musulmane, ancrée dans mon islam, mais mon islam modéré de Tunisie, je le connais, je le revendique, la femme est libre. Et tout ce que je lis dans le Coran ne peut donner que la liberté de la femme. Et le Coran réel, et pas le Coran réécrit et réinterprété par des churs. Bref, donc en 2002, je crée le festival de danse contemporaine en attirant l'attention de tout le monde. Ils m'ont dit, comme tout le monde, mais non, la Tunisie, jamais. C'est comme l'Iran, c'est tellement moderne, c'est tellement tolérant, on ne peut pas passer par là. Et en 2002, avril, il y a eu le kamikaze à Djerba. Et là, ils ont compris. 20 chorégraphes, Forsyth, Maggie Marin, Angelin Preljoka, je ne vous cite pas tous les noms, sont venus nombreux, gratuitement, pour un public gratuit. Et l'aventure de Nesselfan, les gens de l'art, a commencé en 2002, par la danse, 4 ans après, par le festival de documentaire. Parce que j'ai une école supérieure de cinéma, je voyais, par des chaînes coraniques, 24 chaînes coraniques excellentes, qui changeaient le système de décision, en tous les cas, dans le pays. Et quand Ben Ali était là, et ses conseillers étaient là, étant danseuse, étant peut-être une éponge, étant sensible, étant femme, je leur disais, mais faites attention, ça se passe par la femme aujourd'hui. Ce changement n'est plus masculin. Ils ont compris que c'est par le biais de la femme.
Et ces beaux parleurs qui ont un projet moderne, qui ont un projet, ne pensez pas du tout qu'ils sont régressifs, très contemporains et très modernes, eux-mêmes réfléchissent aux nouvelles technologies et ils en utilisent tout ça. Et en 2006, j'ai attiré l'attention qu'il faut présenter au public toujours gratuit, 125 000 spectateurs gratuits dans une dizaine de salles de cinéma, des films, des X et un sur X. Parce que tout d'un coup, on avait une vision d'un projet. Les jeunes parlaient de moins en moins le français. Pour apprendre le français, monsieur, en Tunisie, il faut payer 150 €. C'est comme si votre fils en France doit payer 1 500 € pour apprendre l'anglais. Eh bien, on n'apprendra pas le français. Ben, il y aura des chaînes. Comme il y a 24 chaînes coraniques, je n'ai pas vu, vous, les investisseurs, de nous créer des Arte, 24 Arte. Vous ne vous avez pas créé comme France 24 en arabe, pour que ça me touche. Je n'ai pas Arte en arabe. Et donc, aujourd'hui, je respecte la décision des démocrates, je respecte la décision des urnes. Aujourd'hui, on n'a pas un raz-de-marée parce qu'il faut aussi faire dire les choses. Sur 4 millions de votants, il y a eu à peu près 1 600 000 uniquement de votants islamistes. Donc, la partie n'est pas perdue, mais il faut les respecter. Il ne faut pas avoir peur d'eux, c'est-à-dire par rapport à mon travail. Donc, ce que je vous dis, par exemple, mon festival de danse qui a 10 ans, en général, il s'appelait les Rencontres chorégraphiques de Carthage. Sans aucune arrogance, je l'ai appelé Tunis, capitale de la danse. Je danse, donc je suis. Et donc, je danse, donc je suis. Vraiment, ce n'est pas une arrogance, mais je ne veux pas être, malgré que j'ai beaucoup d'amis entre vous, je ne veux pas m'exiler de mon pays, je ne veux pas vivre ailleurs. Je veux continuer la danse, le documentaire, le design, la mode, et je ne voudrais pas abandonner. Voilà, merci. Est-ce que Joran Gertz veut réagir? On a beaucoup parlé du rôle de l'Internet dans la révolution de Jasmin, dans la révolution égyptienne. On n'a peut-être pas tellement parlé du rôle de l'art. Et vous avez justement su, au fil de votre carrière, finalement intégrer l'art, non pas pour, mais avec, et faire par la population. Qu'est-ce que vous inspire la réflexion de Siem et le rôle potentiel de l'art dans finalement l'apprentissage de la démocratie et les révolutions arabes? Tout ce qui se passe a aussi une conséquence sur ce qu'on appelle de l'art. L'art n'est pas quelque chose qui peut survivre à un monde qui change. Donc l'art, c'est exactement ce qui pas seulement accompagne, pas seulement ce qui anticipe, mais quelque chose qui est tributaire du monde, de la réalité. C'est quelque chose qui est pratique, qui est nécessaire, qui est spirituel, qui est tout ce qu'on veut, à condition de faire partie du dialogue et de la modestie. Et il faut, à mon avis, se libérer et abandonner l'ennui des privilèges culturels. Siem. Je voudrais dire un mot sur les nouvelles technologies. Une des choses aussi, j'avais peur pour intervenir. Peur. Un nouveau mot que, personnellement, étant danseuse, je ne l'avais pas parce que peut-être dans les cours de la barre classique, quelque chose, on nous apprend dès le début à lever la tête. Quand j'interviens dans une intervention, aujourd'hui avec l'histoire de nos Facebook, parfois les mots sont montés, changés et traduits d'une manière fausse. Et souvent, on est lynché dans nos pays. Et donc, aussi, la force des nouvelles technologies, c'est assez exceptionnel, mais il n'y a plus d'éthique pour quelqu'un qui prend la parole. Eh bien, ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que ces nouvelles technologies ont fait relever la tête aux Tunisiens, parce qu'il y a eu vraiment la révolution, et elle a été pionnière avec aucun moyen et sans aucune intervention étrangère. Mais la deuxième chose, construire à vos côtés. Je dois choisir les mots parce que souvent vous êtes vigilants et que le Sud
n'est plus prêt à accepter vos propos, malheureusement. Malheureusement ou heureusement, chacun sa position. Mais moi, j'ai grandi avec vous. Et donc, j'ai toujours une tendresse, une admiration. Je m'en veux. Parfois, on me traite de collabo, parce que j'ai un sentiment presque... j'ai grandi